Didier Smits, je suis responsable du service des études du patrimoine immobilier au sein de l'administration du patrimoine immobilier et des infrastructures. Ce sont donc l'ensemble des services de l'administration du patrimoine immobilier qui sont impliqués dans la thématique campus durable et au sein de cette thématique campus durable, plus précisément sur les objectifs énergie et patrimoine bâti. Cela signifie que nous avons d'abord aidé nos autorités à apporter une vision sur cette thématique, quels étaient les axes de développement qu'on pouvait soutenir au sein de notre propre parc immobilier, d'appliquer cette vision au contexte du patrimoine bâti, des bâtiments académiques, sociaux et administratifs, et puis ensuite de dérouler des actions. Et les actions que nous avons voulu dérouler, elles ont été basées sur le principe négawatt, qui est un principe qui vient de France et qui permet d'ordonnancer de manière logique et efficace les actions. Ce principe négawatt souhaite qu'on s'attarde d'abord sur la sobriété des usages, comment consommer moins, et puis sur l'efficacité des moyens, comment faire la même chose avec moins d'intrants, et enfin de développer le volet énergie renouvelable. Donc toutes ces actions ont été analysées dans l'application du patrimoine et des infrastructures et ont été ordonnancées pour pouvoir guider nos autorités sur l'horizon temporel de décarbonation de nos sites et donc de la réduction de nos émissions de CO2. Cet objectif, on n'a pas attendu le commencement, le début du plan de transition pour s'attarder sur les thématiques CO2. Dans nos services, on aborde cette thématique depuis les années 2010 et je peux en tous les cas vous dire qu'on n'a pas à rougir sur les résultats obtenus, dans le sens où on a déjà dépassé l'objectif initial, alors de manière très nuancée entre les différents sites. On a des sites qui vont beaucoup plus vite et des sites qui vont beaucoup moins vite, mais de manière globale, les objectifs premiers qu'on s'était fixés ont été atteints à la fin du premier objectif décennal 2020 et qu'on a aujourd'hui listé l'ensemble des actions qui nous permettent d'avoir relativement conscience dans ce trend de décroissance de nos émissions de CO2. On a à cœur d'apporter des projets concrets pour soutenir cette politique. Le premier objet concret, c'est effectivement d'avoir une vision, d'avoir une stratégie. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée dans la première rénovation et puis de se poser des questions si c'était bien le bon bâtiment par lequel il fallait commencer ou pas. Donc on a effectivement ordonnancé l'ensemble de nos patrimoines immobiliers. On s'est fait aider pour cela par un bureau d'études pour mesurer quelles étaient les actions prioritaires, quelles étaient les actions les plus rentables, puisque vous savez aussi qu'on vise à l'efficacité financière des mesures, et c'est-à-dire essayer d'investir dans les actions qui sont les plus rentables en termes d'émissions de CO2. Ça nécessitait d'avoir une vision complète du parc immobilier, d'avoir une vision complète des coûts, mais aussi des rendements en termes de tonnes de CO2 économisées sur l'ensemble des actions à entreprendre. Et ce travail a été fait tout au long de l'année 2021. Aujourd'hui, on a une vision claire. On sait que ce sera un travail de longue haleine, donc l'objectif d'une neutralité carbone en 2035 sera peut-être non atteint, je veux dire, dans son terme global, mais en tous les cas, la décroissance est très significative quand on ordonne l'ensemble des travaux qu'on va mettre en œuvre. Alors ces travaux sont principalement des travaux de rénovation d'enveloppe, donc d'enveloppe de bâtiments. On s'efforce à réduire à minima de 60% les réductions de nos bâtiments académiques. C'est ce qu'on a constaté sur le bâtiment qui nous accueille aujourd'hui, à la Tour de Serre. Donc on est à plus de 63% de réduction des émissions. C'est ce qu'on a constaté aussi dans le cadre de la rénovation des halles universitaires, où là on avait une contrainte supplémentaire, c'est qu'on a dû respecter l'âme du bâtiment. Et donc on n'a pas pu faire ce qu'on voulait avec ce bâtiment. Et c'est en tous les cas la jauge minimale qu'on s'impose avant d'entreprendre une rénovation. Ça, c'est le scénario quand on peut vraiment procéder à une rénovation profonde. Par contre, on sait aussi qu'il y a des actions qu'on appelle à temps de retour rapide, qui sont des petites actions qui ne permettront pas d'atteindre les moins 60% de réduction de consommation énergétique, mais ce sont des actions qui ont un temps de retour tellement rapide qu'il serait dommage de ne pas les faire, quitte à ce que ces actions ne soient faites que pour une dizaine d'années. Et donc quand des actions sont rentables à un terme de 10 ans, eh bien on le fait. De manière très concrète, vous avez peut-être pu voir sur le site de Louvain-la-Neuve cet été plusieurs chantiers d'isolation de coulisses de bâtiments. Vous allez très prochainement voir apparaître des chantiers de mise en œuvre de cellules photovoltaïques, donc de production décentralisée photovoltaïque sur nos bâtiments. Eh bien, ce sont des actions pour lesquelles on a obtenu des financements de la part de nos autorités pour accélérer la transition. Donc premier axe bâtiment, soit rénovation profonde, soit rénovation plus légère,
Deuxième axe, les infrastructures. Nos infrastructures, tant de production de chaleur, de production électrique, il y a aussi moyen de faire énormément d'économies sur ces aspects-là. Et dans ce cadre-là, on a développé des projets, entre autres un projet de chaleur verte pour lequel on espère un aboutissement prochain, des projets de production décentralisés en matière de photovoltaïque. Et il ne faudrait pas oublier le troisième axe, qui est pour moi l'axe le plus important, c'est-à-dire que l'administration du patrimoine pourra vous offrir ou vous donner les meilleurs des bâtiments. Si l'ensemble des occupants de ces bâtiments ne jouent pas le jeu et ne s'approprient pas les résultats et disent « ben voilà, on a maintenant des bâtiments performants, on va nous-mêmes être acteurs de ce changement », eh bien ça n'ira pas. Et donc ce volet comportement est un volet aussi essentiel, et ça c'est chacun des membres de la communauté, qu'il soit étudiant, académique ou administratif, qui doit se l'approprier. Nous avons été les premiers à parler d'émissions de CO2 dans le cadre de la gestion du patrimoine bâti de l'université. Dans les années 2008-2009, on a commencé à faire nos propres... Alors on ne parlait pas à l'époque de bilan carbone, la méthodologie n'existait pas, mais on a commencé à monitorer nos émissions de CO2, principalement sur le site de Louvain-la-Neuve, et se mettre des objectifs de réduction. Pourquoi? Il faut être honnête, parce que le législateur nous contraignait à réduire nos émissions de 20% sur la première décennie entre 2010 et 2020. Et donc quand est venue par la suite cette notion de comptabilité carbone, elle ne nous était pas inconnue et j'étais ravi de constater que nos autorités se sont emparées de cet indicateur et qu'aujourd'hui c'est un indicateur majeur dans l'ordonnancement des travaux immobiliers au sein de l'université. C'est une fierté partagée et c'est surtout la fierté de voir que la communauté universitaire, en ce compris nos dirigeants, se sont appropriés ces objectifs, se sont appropriés ces indicateurs et que ces indicateurs aujourd'hui remontent dans des décisions d'investissement jusqu'au conseil d'administration et que le bilan de carbone de l'université est maintenant une réalité. C'est clair que lancer un programme de rénovation à long terme, donc on parle d'un programme ici sur 20 ans, 30 ans, sur un patrimoine immobilier juste gigantesque, multisite, eh bien ça nécessite un investissement humain et financier très important. Je pense que la problématique financière est une problématique qui a été très bien abordée par nos autorités. Nos autorités connaissent l'enjeu de l'attractivité de nos sites, en ce compris sur les aspects décarbonation. Et donc on a eu du répondant très rapidement sur la nécessité d'allouer des moyens financiers conséquents à cet objectif. Et donc à ce titre-là, je dois en tous les cas reconnaître qu'on est vraiment aidé par nos autorités. Par contre, là où c'est plus difficile, c'est qu'on est aussi soumis à toute une série de procédures administratives et légales. Vous savez comme moi qu'on est impliqué dans la problématique des marchés publics et donc inévitablement, ça ramène des délais, et puis bien sûr, il y a des délais légaux liés à des permis d'urbanisme, des permis d'environnement et des choses pareilles. Là où aujourd'hui on reste en souffrance, c'est au niveau de la disponibilité de moyens humains. Bien sûr, on a la possibilité d'externaliser toute une série de tâches, mais vous savez comme moi, si vous avez un jour entrepris la construction d'une cabane de jardin au fond de votre jardin, vous devez en tant que propriétaire ou en tant qu'occupant aussi vous investir dans le chantier. Et donc cette disponibilité humaine, aujourd'hui, il faut vraiment y être attentif. Et je pense qu'on a tous bien compris la nécessité d'une accélération du rythme de nos rénovations pour arriver à cet objectif de neutralité carbone, mais qu'elle ne passera que par un effort en matière d'allocation de ressources humaines, puisque ce sont des hommes et des femmes qui gèrent au quotidien ces marchés, ces chantiers, ces travaux. La démarche qu'on a entreprise, la réflexion qu'on a entreprise avec nos autorités, c'est de leur dire, dans le financement des travaux que vous prévoyez, eh bien, il faudra se laisser l'opportunité de consacrer une partie de ce financement, quelques pourcents, sans doute entre 8 et 10% de ce financement, sur des réalités humaines d'encadrement, de préférence interne, même peut-être temporaire. L'université a par le passé augmenté son cadre de manière temporaire pour répondre à des défis de ce type-là. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la principale difficulté, c'est l'aspect humain. Et alors la seconde difficulté, c'est au sein de cet aspect humain, la réalité de marché au niveau du marché de l'emploi est telle que les bons profils aujourd'hui sont rares et chers ou chers. Et donc, on doit aussi se battre pour aller chercher ces bons profils. Et ça, c'est une caractéristique qu'on ne connaissait pas il y a 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, le marché de l'emploi est à ce point difficile ou délicat que recruter du personnel, c'est vraiment quelque chose de compliqué. L'opportunité, c'est d'abord que le plan il est dressé. Alors bien sûr, il reste
des incertitudes. Il reste sans doute, on est peut-être encore un peu trop ambitieux dans les délais parce que gérer un chantier d'une quinzaine de millions d'euros sur la rénovation d'un bâtiment, il y a toute une série de contraintes ou d'obstacles ou d'imprévus qui se mettent sur notre chemin. Parmi les opportunités, il y a aussi l'opportunité qui est quelque part l'essence même de l'université. C'est de mettre en place des processus, des procédures, des services, des techniques qui sont des techniques innovantes. Et donc, on pourrait aussi imaginer que nos parcs immobiliers au sein de l'université soient des zones d'expérimentation. Et donc, on a beaucoup de contacts avec nos académiques dans la sphère urbanistique, dans la sphère architecturale, dans la sphère énergétique, où on se permet d'aller plus loin que le prérequis légal, ou du moins d'avoir une ambition plus importante, de sorte que les travaux qu'on entreprend aujourd'hui soient remarquables aujourd'hui, mais soient encore crédibles dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans ou dans 50 ans. Et surtout, dans nos nouveaux développements immobiliers. Il faut que les développements immobiliers qu'on génère aujourd'hui, parce qu'on va encore sans doute devoir construire ou rénover de nouveaux bâtiments, eh bien, il faut vraiment que notre ambition dépasse le cadre légal actuel pour être encore remarquable dans 10 ou 15 ans. Moi, je serais d'abord très curieux de la créativité de cette Assemblée. Nous, aujourd'hui, à l'administration du patrimoine immobilier, on a malheureusement trop souvent la tête dans le guidon. Et donc, prendre le temps du recul, prendre le temps de voir ce qui a été fait, de voir ce qui est à faire, et puis peut-être aussi de générer des idées, des initiatives hors contexte. Chose pour laquelle, effectivement, on n'a pas souvent l'opportunité de faire ce pas en arrière. Aujourd'hui, les habitudes de travail ont fortement évolué en 2 ans après le Covid. Et il faudra aussi répercuter dans notre organisation et dans nos usages des bâtiments ces dispositions. Est-ce qu'il paraît logique ou vraisemblable de continuer à disposer chacun d'un bureau individuel ou d'un bureau partagé alors qu'on est là 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine? Est-ce qu'il n'y a pas des interactions plus grandes qui doivent avoir lieu sur les espaces où on est sur des espaces partagés qui sont aussi propices à la rencontre? Moi, aujourd'hui, travailler en face d'un collègue qui travaille dans un autre service, pourquoi pas? Ça permet une émulation. Et donc, si l'Assemblée pouvait vraiment sortir du cadre, faire des liens entre les autres thématiques du plan, on parle ici de la thématique immobilière, patrimoine bâti, mais il faut parler de la thématique mobilité. Or, les deux se rejoignent. Pourquoi est-ce que je viens au bureau? À quelle fréquence est-ce que je viens au cours? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un logement proche de mon université? Et donc vraiment, sortir du cadre, faire des ponts, faire des liens, peut-être revenir avec des propositions farfelues, mais aussi peut-être revenir avec des propositions plus terre à terre, de se poser la question, mais c'est quoi un campus universitaire, un site universitaire, demain, dans 10 ans, avec des étudiants qui sont présents pour des activités en présentiel, avec des membres du personnel qui sont parfois chez eux. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer, toujours, bien sûr, sous le regard immobilier, de se dire, mais est-ce que demain, on sait faire la même activité avec le même nombre de mètres carrés, ou est-ce que demain, on sait faire la même activité avec moins de mètres carrés et qu'on peut réallouer des surfaces à d'autres activités? Et peut-être aussi, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'il est encore utile de construire des mètres carrés supplémentaires? Et est-ce que l'activité en expansion de l'université, parce que c'est le sens même d'une université, c'est d'accroître, d'évoluer dans la recherche, mais est-ce que cette activité peut se faire à périmètre constant ou est-ce qu'elle doit se faire à périmètre croissant ou peut-elle s'envisager à périmètre décroissant?